En cet automne 2021, il est probablement temps de revisiter les mesures qu'on a mis en place au fil du temps pour limiter la propagation du virus de la COVID-19. Donc ces mesures de prévention qu'on appelle également souvent gestes barrières, surtout en France. Ironiquement, là j'ai choisi d'illustrer ce cours par cette image montrant quelqu'un dans une combinaison de protection assez avancée, aspergeant un antivirus un peu partout autour de lui. Puis, bien évidemment, là, c'est une méthode de prévention de la COVID-19 qui n'existe tout simplement pas. Là, on n'a pas le moyen de magiquement supprimer le virus d'une pièce où il serait fortement présent, à moins en réalité que l'on puisse assainir l'air qui est respiré par les personnes qui sont dans cette pièce, puisque finalement c'est la voie principale et possiblement l'unique voie d'acquisition de ce virus. Donc, comme on le sait tous, il y a beaucoup d'informations qui a été transmise au public sur les mesures qu'on pouvait prendre pour se protéger contre le virus. Et puis, à cause de l'évaluation un petit peu fluctuante euh, des voies de transmission de ce virus et puis des méthodes de protection, il y a beaucoup de confusion sur ce terrain. Alors, lorsqu'on cherche des pictogrammes montrant les gestes à prendre, on trouve facilement ce genre de choses tel que je l'ai mis là. Donc on voit une série de choses à faire qu'on connaît maintenant tous très bien, tel que ne pas être en contact rapproché avec d'autres personnes, surtout si ces autres personnes sont malades évidemment, ne pas se toucher le nez, rester à la maison si on est malade, se laver les mains régulièrement, désinfecter certaines surfaces. Se couvrir le nez si on éternue aussi en tousse. Le problème principal, c'est qu'il n'y a généralement pas d'information qui est donnée sur l'importance relative de ces différentes mesures. Et si on fait l'exercice de rajouter un indicateur de plus-value pour ces différentes mesures, ben, on voit assez vite qu'elles sont pas toutes identiques en termes d'efficacité. Bon, la distanciation, c'est clair que ça fonctionne, dans le sens que il faut éviter évidemment d'être proche de personnes qui sont malades, puisqu'évidemment les personnes qui sont infectées vont produire des virus simplement en parlant ou en respirant. Et puis, ben, si vous respirez ces virus, vous avez des chances d'être infecté. Cela dit, la distanciation euh, devient un petit peu moins importante lorsqu'on se trouve dans un endroit fermé. Alors si on partage un bureau ou un restaurant avec plusieurs personnes, dont une de ces personnes qui est infectée, la personne infectée va pouvoir facilement transmettre le virus à des personnes qui sont à plusieurs mètres d'elle. Donc là, la distanciation aura beaucoup moins d'impact. Rester à la maison lorsqu'on est malade, ça c'est très clair qu'effectivement, ben, ça va limiter les risques de propagation à d'autres personnes. Et également se couvrir le visage d'une façon générale via le port du masque, qui n'est d'ailleurs pas inclus dans ce pictogramme. Et puis, spécifiquement, lorsque les gens toussent, il est évidemment possible qu'ils toussent parce qu'ils ont Covid-19, alors c'est d'autant plus important d'empêcher les petites gouttelettes de salive qu'on produit lorsqu'on tousse d'aller se répandre. Par contre, il y a d'autres gestes barrières qui sont
plus discutable. Donc il y a ces trois ici auxquels j'ai mis seulement un plus au lieu de 2 ou 3 pour les autres. Je vous dirais même que j'ai été un petit peu généreux parce que j'aurais même pu mettre un point d'interrogation au lieu de mettre un plus. Donc ces trois choses-là, elles vont un petit peu ensemble. Elles sont des mesures qui visent à contrer une voie de transmission qui passe par des surfaces. Donc en gros, l'hypothèse c'est qu'une personne infectée risque fortement d'avoir des virus par exemple sur ses mains et puis va toucher des objets. Une autre personne non encore infectée va toucher le même objet et ensuite porter la main à son nez ou à sa bouche et devenir infecté de cette façon. Alors c'est une hypothèse qui est pas du tout impossible, qui a été vérifiée pour d'autres infections respiratoires. Le problème, c'est que on n'a pas la moindre preuve que c'est une voie de transmission qui est fréquente pour Covid-19. En réalité, pour Covid-19, absolument tout indique que la voie d'infection via inhalation de particules virales présentes dans l'air est vraiment de très très loin la voie prépondérante. Donc ce sont des gestes barrières qui sont potentiellement utiles, je dirais surtout le lavage des mains, beaucoup moins la désinfection des surfaces, mais ce sont des gestes dont la plus-value est vraiment potentielle. Et puis, sur ce pictogramme particulier, dans le fond, sur cette affiche, il y a un certain nombre de gestes, de mesures de protection qui sont absentes. En premier lieu, évidemment, la vaccination qui est de très loin la mesure la plus efficace pour empêcher la propagation du virus, d'abord pour se protéger soi-même, mais aussi pour protéger les autres, puisque une personne vaccinée qui contracte le virus non seulement a beaucoup moins de chances d'être malade, mais a également moins de chances de transmettre le virus à d'autres personnes. Bon, le port du masque est manquant, comme je l'ai déjà dit, puis ça, ce sont deux mesures qui sont connues pour être efficaces pour limiter la propagation du virus. Et ce qui manque surtout, c'est le concept d'éviter les rassemblements dans les espaces fermés. Alors j'en ai touché un mot un petit peu quand je parlais d'éviter les contacts de rapprochés. En réalité, ce qui met vraiment les gens à risque, la source de beaucoup de transmission, c'est de se trouver dans la même pièce qu'une personne qui est infectée, peu importe qu'on soit à 1 mètre ou 2 mètres ou à 4 mètres de cette personne. Donc c'est vraiment les espaces fermés avec peu de circulation d'air qui sont une source importante de transmission. Et puis en lien avec ça, évidemment, la ventilation qui est un élément très important et extrêmement négligé dans la plupart des organisations et des pays. Alors, en lien avec ça, il faut aussi souligner qu'il y a certaines mesures qui sont prises, pas la majorité, mais certaines mesures qui sont clairement totalement inutiles. Un exemple de ça, c'est l'utilisation de ces petites barrières de plexiglas qu'on voit dans certains cafés et restaurants pour séparer les tables, qu'on peut voir ici au conseil municipal de ma ville, Trois-Rivières, pour séparer les conseillers municipaux. Ces barrières-là n'apportent absolument aucune espèce de protection. C'est maintenant très bien reconnu que le virus présent dans l'air sous forme de petites gouttelettes, dont certaines qu'on appelle les aérosols, c'est celles qui sont particulièrement petites, le virus va très facilement voyager en contournant ces barrières de plexiglas. Et ces barrières de plexiglas, en diminuant la circulation d'air, risque en fait d'augmenter le risque de propagation du virus, et c'est d'ailleurs ce qu'on va voir dans l'étude qui va suivre un petit peu plus tard. D'autres
mesures de prévention qui existent et qui sont à peu près utiles, c'est la désinfection de certaines surfaces. Donc là, par exemple, on voit euh, une table dans un des cafés populaires de Trois-Rivières, où il y a un effort qui est fait, un effort qui est louable, qui est fait pour désinfecter les tables entre chaque client. Mais écoutez, il y a vraiment très très peu de chances que le virus se transmette via une surface comme une table. Une table, écoutez, c'est même pas une surface qu'on touche beaucoup avec nos mains, de toute façon. Euh, Si on veut vraiment désinfecter des surfaces, on peut désinfecter des surfaces comme des poignées de porte, par exemple. Alors, ce serait beaucoup plus utile d'aller désinfecter une poignée de porte à toutes les 10 minutes dans un café plutôt que d'aller désinfecter les tables à toutes les 30 minutes ou à toutes les heures. Okay. Ensuite, les sens de circulation. Okay. Euh, Écoutez, de tout ce qu'on sait maintenant, de la façon dont le virus se transmet, il n'y a plus vraiment raison d'être à instaurer des sens de circulation dans des magasins. Euh, il n'y a pas plus de risque au fait d'avoir deux personnes qui se croisent versus deux personnes qui se suivent sur une certaine distance en essayant de maintenir la distanciation entre elles. En réalité, si deux personnes se croisent brièvement puis ensuite s'éloignent l'une de l'autre, je pense que j'aime mieux cette situation à la situation où deux personnes vont se suivre avec la personne qui est derrière reste à 2 mètres là, en attendant que la personne qui est devant ait fini de choisir ce qu'il veut acheter. Euh, et puis, et ça, c'est dans un magasin, donc à l'intérieur. C'est encore plus ridicule lorsqu'on parle de quelque chose qui se passe à l'extérieur. Ça, c'est une photo que j'ai prise cet été dans un parc national au Canada. Et la direction de ce parc avait instauré un sens de circulation dans les sentiers. Donc là, on parle vraiment des sentiers extérieurs avec à peu près zéro risque de transmission d'une personne à l'autre. Alors instaurer un sens de circulation dans ce contexte-là, c'est vraiment de l'énergie gaspillée. C'est important là, de mettre les énergies là où elles sont vraiment utiles. Hum, et puis, donc la distanciation physique, même chose dans une photographie qui vient de ce même parc. Écoutez, c'est pas inutile, mais encore une fois, je dirais euh, à l'extérieur, dans un parc naturel, c'est pas le genre d'endroit où il y a des foules de toute façon. C'est pas un endroit où on s'attend à ce qu'il y ait beaucoup de transmission. Euh, donc c'est probablement une mesure de prévention là, qui n'a pas vraiment sa raison d'être. Ok. Euh, les différentes mesures de prévention qui peuvent être prises peuvent être testées. Okay, de façon à pouvoir estimer la plus-value réelle qu'elles apportent. Alors, il y a beaucoup d'études qui se sont centrées là-dessus, qui sont sorties cette année. Et je vais en montrer une en particulier qui est basée sur un très gros volume de données, donc les résultats sont quand même relativement fiables et qui se base sur l'expérience des mesures de prévention dans les écoles aux États-Unis. Donc là, on parle de la rentrée académique 2020-2021, alors à partir de septembre 2020. Et la particularité des États-Unis comparée aux autres pays du monde industrialisé, c'est que les règlements, les mesures qui sont prises varient énormément d'un endroit à un autre, d'un État à un autre. Malheureusement, on le sait qu'il y a beaucoup de politisation aux États-Unis. Alors, les États qui votent républicains ont tendance à prendre le moins de mesures possibles de contrôle
de la Covid-19, alors que les États qui votent démocrate en prennent beaucoup plus. Et puis, cette situation qui est probablement regrettable a cependant fourni l'opportunité à cette équipe de réaliser une étude, on appelle ça dans le fond une expérience naturelle, okay? C'est-à-dire que les différentes conditions expérimentales n'ont pas été imposées par les chercheurs, elles étaient simplement là, et il suffisait d'avoir accès aux données et de les analyser, c'est ce qu'ils ont fait. Alors c'est une étude qui est parue dans le journal Science, qui est un excellent journal évidemment. Et les données qui ont alimenté cette étude provenaient de sondages qui étaient diffusés sur la plateforme Facebook aux États-Unis, très largement diffusés, et puis qui étaient avec quand même beaucoup de répondants. On parle d'une moyenne de 500 000 répondants par semaine. Et dans ce sondage, on demandait d'abord aux gens s'ils avaient eu des symptômes de Covid, comme la fièvre, de la toux. Notamment, on leur demandait s'ils avaient perdu le goût et l'odorat, qui sont vraiment des symptômes assez spécifiques de la Covid-19. On leur demandait aussi s'ils avaient eu un test positif pour Covid-19. Et, accessoirement, on leur demandait s'il y avait des enfants dans la maison, est-ce que les enfants sont en âge d'aller à l'école, école primaire, école secondaire, et quelles sont les mesures de prévention de la Covid-19 qui sont prises à leur école. Est-ce que les parents ont le droit d'entrer à l'école? Est-ce que les enfants portent un masque? Est-ce que les professeurs portent un masque? Etc. etc. Et toutes ces questions, donc venant de ces sondages, donc, ont servi à construire les graphes qui vont suivre. Et en bout de ligne, ça va permettre d'analyser l'efficacité de mesures de prévention, soit prises individuellement, soit combinées. Parce qu'évidemment, il y a des établissements dans lesquels il y avait 3 ou 4 ou 5 et jusqu'à 10 mesures de prévention qui étaient mises en place. Alors, comment est-ce qu'on interprète les résultats là, tels que ceux que je vais vous montrer? En réalité, l'équipe calcule une mesure statistique qui s'appelle les odds ratio, c'est-à-dire les rapports de cote en français. On appelle ça également le risque relatif rapproché. Alors, c'est un type de test statistique qui permet de mesurer l'effet d'un facteur lorsque ce facteur, dans le fond, est lorsqu'il y a de multiples facteurs qui sont impliqués. Alors, c'est quelque chose qui permet d'extraire l'information pour l'un des facteurs considérés. Alors ici, ce qu'on va analyser, c'est le risque de contracter la Covid ou simplement d'avoir des symptômes de Covid, tels que la perte du goût et de l'odorat, pour un groupe qui est dans une condition particulière, en termes par exemple de présence d'enfants qui vont à l'école, ou bien de mesures de prévention dans ces écoles, comparé au groupe contrôle, qui sont donc des familles avec des enfants qui ne vont pas à l'école, c'est-à-dire qui font l'école à la maison, ou bien qui vont à l'école mais qui n'ont pas les mêmes mesures de prévention. Okay? Et ce qu'il faut retenir, c'est que chaque fois que le odds ratio augmente au-dessus de 1, ça veut dire qu'il y a davantage de chances d'avoir contracté la Covid. Donc 1,2, ça signifie que dans ce groupe-là, il y avait 20% de plus de chances d'avoir contracté la Covid comparé au groupe contrôle. Alors inversement, quand on est en dessous de 1, il y a 20% de moins de chances d'avoir contracté la Covid. Alors, voici le premier résultat sortant de cette étude que je vais vous montrer. Ici, on observe les chances de contracter la Covid pour les enfants qui sont donc retournés à l'école en présentiel à l'automne 2020, comparé
comparé donc aux familles où les enfants ne sont pas retournés à l'école en présentiel. Okay. Et ça, les données ont été divisées en plusieurs groupes. Alors là, en fonction de l'âge des enfants, donc ici on a les enfants qui vont à la maternelle, ici les enfants qui vont à l'école primaire, et puis ces deux groupes-là, ça correspond aux enfants qui vont à l'école secondaire pour si on était au Canada. Donc aux États-Unis, c'est légèrement différent. On a la middle school et ensuite on a la high school et ça dure une année de plus qu'au Canada, mais enfin c'est quand même comparable. Et ici on a la moyenne pour tout le groupe. Donc ce que vous voyez immédiatement, c'est que dans tous les cas, effectivement, quand les enfants sont retournés à l'école en présentiel, eh bien les membres de leur famille avaient plus de chances de montrer des symptômes de Covid ou d'avoir contracté la Covid. Donc ici, les petites billes vertes, ce sont les symptômes de Covid. Les petites billes rouges, ce sont les symptômes spécifiques de Covid, enfin les plus spécifiques de Covid, c'est-à-dire la perte du goût et puis de l'odorat. Et puis les points bleus, ce sont les personnes qui ont été vraiment diagnostiquées avec un test positif de Covid. Vous voyez que d'une façon générale, les trois mesures sont proches l'une de l'autre. Alors ça montre la solidité là, de l'analyse. Et dans tous les cas, donc, les membres de la famille qui répondaient donc au questionnaire sur Facebook clairement avaient plus de chances d'avoir contracté Covid lorsque leurs enfants retournaient à l'école en présentiel. Et parmi ces enfants qui sont retournés à l'école en présentiel, eh bien, il y en avait en fait, la majorité même était dans des écoles où il y avait des mesures de prévention. Alors, mais pour chaque mesure de prévention, il y avait seulement une partie des écoles qui l'avaient. Donc, l'équipe de chercheurs a été en mesure d'analyser la plus-value pour chacune des mesures de prévention. Donc les mesures de prévention, je vais juste en citer quelques-unes. Donc les ports du masque pour les étudiants, port du masque pour les professeurs, restricted entry, ça veut dire que les parents et autres visiteurs n'ont pas le droit d'entrer dans l'école. Extra space, ça veut dire qu'on s'est arrangé pour agrandir la taille des classes de façon à augmenter le volume d'air et donc essayer d'avoir un peu plus de distanciation entre les élèves, empêcher les étudiants de partager les fournitures scolaires, garder les étudiants entre eux, donc ça c'est ce qu'on appelle dans les écoles au Québec les bulles, si je me souviens bien, réduire la taille des classes, ça à nouveau, encore une fois, ça favorise la distanciation, demander à chaque jour aux étudiants et puis aux professeurs s'ils ont des symptômes, et puis leur demander évidemment de ne pas venir à l'école s'ils ont des symptômes, garder un seul professeur par groupe d'étudiants au lieu d'en avoir plusieurs, empêcher toute activité en dehors des activités d'enseignement, fermer la cafétéria, utiliser des écrans, enfin pas des écrans, mais des protections dans le fond en plexiglas, fermer la cour de récréation et puis de faire des classes à l'extérieur au lieu de les faire dans les salles. Donc, parmi toutes ces mesures-là, la majorité, en fait, ont eu un faible effet de réduction du risque, okay, qui était d'un petit peu moins de 10%. Ça, c'est le cas, par exemple, pour le port du masque chez les étudiants, empêcher les parents de rentrer dans l'école, etc., etc. Vous voyez qu'il y en a plusieurs où il y a cette faible réduction. C'est un petit peu surprenant qu'il n'y ait pas plus de réduction pour ce qui est du port du masque parmi les étudiants. Ce que je soupçonne un petit peu, c'est que le port du masque n'était peut-être pas tout à fait respecté. Puis on a bien vu qu'aux États-Unis, dans beaucoup d'écoles, il n'y avait pas vraiment de pression pour faire ou suffisamment de pression pour faire respecter le port du masque. Et puis, de façon intéressante, il y a certaines mesures qui ont eu à peu près pas d'impact lorsque prises individuellement.
Euh, Par exemple, avoir un seul professeur pour un groupe d'étudiants au lieu d'en avoir plusieurs. Fermer la cafétéria. Ça, par contre, je trouve que c'est pas du tout surprenant, parce qu'en réalité, ce qui se passe si vous fermez la cafétéria, c'est que vous allez encourager les étudiants à manger entre eux un peu n'importe où, là où ils peuvent, que ce soit en classe, que ce soit dans une cour de récréation. Et puis, ça risque d'être encore pire que s'ils étaient à la cafétéria. Ok, ils vont forcément baisser leur masque s'ils en portent un pour manger ensemble, ils vont être proches les uns des autres. Donc c'est pas nécessairement une bonne idée là, de fermer des locaux, je dirais d'une façon générale. Même chose pour le fait de fermer la cour de récréation. Cour de récréation, en général, ben, écoutez, c'est un espace à l'extérieur, c'est ventilé naturellement, c'est un espace où on ne s'attend pas à ce qu'il y ait beaucoup de transmission de virus. Alors encore une fois, si on ferme une cour de récréation, ça veut dire que les élèves, j'imagine, vont être en général à l'intérieur, dans les salles, au lieu d'être dehors. Mais là, on ne favorise pas on va pas dans la bonne direction là quand on fait ça. Au contraire, on devrait plutôt stimuler les élèves à être dehors. Euh, Trois mesures cependant avaient un effet protecteur assez clair de façon individuelle. La première, c'était le port du masque pour les enseignants. Okay, donc réduction du risque de Covid donc pour les familles des élèves, assez clair. La deuxième mesure, très claire, réduction du risque lorsqu'il y a un criblage quotidien pour les symptômes. Donc ça, concrètement, ça veut dire que chaque élève ou chaque famille reçoit un message chaque matin pour demander si l'élève présente des symptômes. Et si l'élève présente des symptômes, eh bien, on demande à la famille de garder l'élève à la maison. Et évidemment, même chose pour les professeurs. Et ça, c'est clairement une chose tout de même une mesure assez simple à appliquer et qui a un effet protecteur effectivement. Limiter la durée de la présence des élèves dans l'école en empêchant toute activité non académique, c'est-à-dire tous les clubs là, qui peuvent se réunir après l'école, le gardiennage sur l'heure du midi, etc. Donc ça permet de réduire aussi. Okay. Et de façon intéressante, il y a une mesure qui serait supposée être une mesure de prévention, mais qui a l'effet inverse, qui augmente le risque de contracter Covid, et c'est cette fameuse utilisation de barrières en plexiglas qui ont été utilisées dans certaines écoles pour séparer les bureaux des étudiants, et puis encore une fois, en limitant la circulation d'air, au sein des classes, ce que font ces barrières, c'est qu'elles ont tendance à augmenter le risque de Covid plutôt que l'inverse. Comme on pourrait s'y attendre, considérant que la plupart des gestes de prévention, des gestes barrières, donc, aboutissaient à une faible diminution du risque, et bien en les cumulant, on aboutit à une diminution plus forte du risque. Donc ce que montre ici ce graphe, c'est à nouveau des odds ratio donc les risques de contracter la Covid lorsque on a un enfant qui va à l'école, dans une école dans laquelle il y aurait zéro mesure de prévention versus une école où il y aurait 1 à 3 mesures de prévention, 4 à 6, 7 à 9 ou plus que 10. Et vous voyez que la pire situation, c'est les élèves qui allaient dans les écoles où il y avait absolument aucune mesure de prévention. Eh bien, les membres de leur famille avaient en moyenne, là si on fait une moyenne des trois mesures qui sont faites, en moyenne il y avait à peu près 2 fois plus de chances pour ces familles de contracter la Covid. Alors clairement, les écoles avec zéro mesure, ça a été des sites d'éclosion très fréquente de Covid-19.
Et puis, lorsque on prend des mesures, et notamment lorsque on passe au-dessus de cette mesure, et là je tiens à dire que c'est peu importe la nature exacte de ces mesures. Okay, dans cette analyse, on n'a pas fait le détail exactement de quelles étaient ces mesures, mais cette mesure et plus, eh bien, on arrive à annuler complètement le risque associé au fait d'envoyer un enfant à l'école en présentiel. Okay, donc il est possible d'aller à l'école sans augmenter les risques de contracter la Covid-19 pour l'enfant et donc pour sa famille avec des mesures adéquates. Donc en conclusion de cette étude et de ce cours, d'abord les mesures de prévention de l'infection à Covid-19 ne sont pas toutes efficaces et il s'avère important au final de cumuler plusieurs interventions. Donc là on parle d'école, mais bien évidemment la même chose s'appliquerait à tout endroit où les gens se réunissent, que ce soit des lieux de travail, que ce soit des universités ou tout autre lieu public. Il est possible, et je dirais qu'il est important d'analyser l'efficacité de chacune de ces interventions de façon à ne conserver que celles qui apportent une réelle valeur ajoutée. Et une des raisons pour lesquelles c'est si important, c'est que, évidemment, ce qu'on veut, c'est avoir une bonne adhésion à ces mesures de prévention. Okay, c'est quelque chose qu'on a vu fréquemment dans toute cette crise Covid-19, c'est que les gens se fatiguaient un petit peu de certaines mesures et avaient tendance à baisser la garde et puis à en faire un petit peu moins et puis pas à respecter les consignes. C'est très compréhensible d'ailleurs. Mais si on est capable d'identifier les mesures qui sont importantes et puis d'incorporer seulement celles-ci dans l'éventail de mesures qu'on demande aux gens de suivre, mais il y a plus de chances que ce soit respecté, que ce soit vraiment efficace. Et le corollaire de ça, c'est qu'il serait vraiment souhaitable d'éliminer les interventions qui sont inutiles. J'en ai cité quelques-unes dans ce cours. Il n'y en a pas tant que ça, mais il y en a. Je vais citer encore une fois peut-être la désinfection à outrance de surfaces qui ont très peu de chances d'être des sources de transmission. Et puis, la mesure qui maintenant, on le sait de plus en plus, c'est une mesure nuisible, c'est l'utilisation de ces écrans de plexiglas pour séparer, par exemple, des bureaux d'étudiants ou bien des tables dans un restaurant ou dans un café. Et ce que je dois dire là sur une note un petit peu plus négative, c'est que on est maintenant 1 an et demi après le début de cette pandémie. Probablement en tout cas espérons-le, qu'on va pouvoir bientôt sortir de cet état d'urgence pandémique. Et ce qu'on voit, c'est que jusqu'au bout, malheureusement, les recommandations de la santé publique ne sont pas parfaitement alignées avec la preuve scientifique existante. Donc la preuve, c'est ces mesures la preuve, l'existence de certaines de ces mesures de prévention qu'on peut voir et qui sont parfois plus inutiles qu'autre chose. Donc souhaitons que les santé publiques des différents pays vont tirer des leçons de tout ça et puis vraiment à la prochaine pandémie vont pouvoir se concentrer, rapidement discriminer quelles sont les mesures qui sont importantes, celles qui le sont moins, puis vraiment se concentrer sur celles qui sont le plus importantes. Ça permettra idéalement d'avoir un message à la population qui soit beaucoup moins confus que ce à quoi on a eu droit pendant cette pandémie. Merci.